Bonjour à tous, bienvenue dans le Club francophone de l'été, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Depuis la création de cette émission en janvier 2026, vous avez voyagé avec nous, vous avez aussi découvert sans doute des auteurs et des livres. Tout l'été, depuis Monaco, je vous propose de revoir de grands entretiens reportages en totale déambulation, comme vous les aimez. Pour cette nouvelle émission, nous allons rejoindre le cavalier et artiste Bartabas et le roi du polar français Bernard Minet. C'est un grand artiste et aujourd'hui aussi un formidable écrivain. Bartabas a fasciné le monde avec ses spectacles équestres. Il nous a reçus dans son univers sur le site du théâtre Zingaro à Aubervilliers, au nord de Paris. Bonjour Bartabas. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Aubervilliers, dans le théâtre Zingaro. Vous êtes cavalier, metteur en scène, scénographe. Vous êtes aussi écrivain, je dirais officiellement depuis 2020, depuis ce fameux récit magnifique d'un cheval l'autre que je conseille à tout le monde. C'est paru en poche chez Folio désormais. Et on est ici pour parler de votre... jeune écrivain. C'est ça. En fait, un écrivain dans l'âme et un écrivain officiel en 2020. Ça vous va, ça ? Oui, ouais, okay. C'est plus élégant. C'est plus élégant. Bon, on va visiter cet endroit, évidemment, et puis on va parler des cognes-trottoirs. C'est votre nouveau roman. Comment vous vous sentez ici, d'abord ? Là, je me sens tranquille, parce que comme on est un peu en période de pause à Zingaro, puisqu'on a terminé les représentations des Cantiques du Corbeau, et on va bientôt attaquer les répétitions du suivant, donc pour l'instant, c'est assez calme. Mais c'est douloureux de monter un spectacle, Bartabas ? Ouais, c'est toujours douloureux, la vérité. Enfin, c'est une dynamique, hein, donc c'est dans l'action, tout ça, mais enfin, c'est quand même, oui, il faut accoucher. Quand tu dois accoucher d'un spectacle dans un temps donné, même si c'est des périodes de 6 mois, souvent, les répétitions, donc ça commence en progression, mais il y a forcément toujours des aléas qui arrivent, des problèmes à résoudre, et donc c'est toujours un peu douloureux jusqu'au moment de la première. Puis la création, c'est ça aussi, c'est douter à chaque fois oui, que l'on va y arriver. Parce voilà, que... il y a l'acte de la création lui-même qui est forcément lié au doute, oui, parce que tu as beau avoir un thème, tu travailles et puis tu n'es jamais satisfait. Puis on en fait, on ne sait pas si on va faire aussi bien sur le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Non seulement ça, mais pour nous, c'est encore pire, c'est que comme on vit que dans notre relation avec le public, économiquement, je dis chaque spectacle est une partie de poker. Ça nous donne le droit ou pas, on s'endette beaucoup d'abord, puis on rembourse pendant 3 ans parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de public, enfin, on a eu pendant comme ça 40 ans, et donc il te donne le droit d'en refaire un. Mais s'il y en a un qui ne marchait pas du tout, ce serait même l'arrêt de la compagnie. Donc c'est une tension qui est en plus que les gens souvent ne savent pas, c'est que ce n'est pas qu'une tension de créateur, de est-ce que je vais arriver à faire un bon spectacle, c'est est-ce que j'aurai les moyens d'en refaire un autre, quoi. Ce roman, Les Cognes-Trottoirs, c'est un hommage au saltimbanque Bartabas, à tous ces échoués de la vie. En tout cas, vos personnages sont souvent échoués. Ils viennent d'endroits très différents, ils ont des histoires personnelles très différentes, douloureuses aussi parfois. Moi, je dirais que ce sont des marginaux, des gens qui vivent en dehors de la société d'une autre manière. Et comme d'ailleurs à l'origine les acteurs, il faut savoir que les acteurs et les actrices, il y a 300 ans, n'étaient pas enterrés dans les cimetières. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient des noms de scène, des surnoms. C'est pour exister en dehors de la société. Et l'histoire de Zingaro, c'est un peu ça. Déjà, Bartabas, vous vous doutez bien que ce n'est pas mon vrai nom. Mais c'est une façon de rendre hommage un peu à cette époque-là, du acte de Tréteau, de ce moment où le théâtre était un acte, j'allais dire, pas antisocial, mais en tout cas en dehors de la société, qui permettait d'avoir un regard, quoi. Parce qu'on vient d'entrer et les chevaux sont tous là, se sont dressés et ils ont reconnu votre voix en fait. Bah ça c'est normal. Hein. Là donc je vais juste vous en montrer un seul. Il s'appelle Tsar et il a la particularité d'être immense puisqu'il mesure 1m92 au garrot, quoi. Okay. Et moi qui suis déjà grand, quand je me mets à côté,
Voilà, pareil, tout petit. Je l'ai souvent dit, j'ai un regard d'enfant. Quand j'étais enfant, je voulais monter sur un cheval, je n'arrivais pas à voir au-dessus du garrot. Maintenant, les 3/4 des chevaux, je peux voir au-dessus de leur dos, sauf lui, qui me remet dans une position d'enfance, en fait, quoi. C'est un cheval très gentil, d'abord, et puis qui a une personnalité assez incroyable, quoi. C'est-à-dire il y a des chevaux comme les gens, qui ont une présence, un truc, tu ne pourrais pas dire pourquoi. Une personnalité, qu'est-ce voilà, qu'il a? Tu ne peux pas dire qu'il est dans ses allures, il est spécialement beau, plus qu'un autre, non, peut-être même moins. Mais il a un truc qui est très difficile. Voilà. C'est comme le charme chez les gens. Quelqu'un avec un grand nez qui a beaucoup de charme ou un grand cou. Il n'y a pas de canon, quoi. Et ça m'a toujours intéressé chez les chevaux. Bon, il y a Cascabel, une gamine que l'on rencontre dans votre roman Bartabas. Elle sera recueillie d'abord par un saltimbanque, un funambule solitaire, et puis par un groupe d'artistes. Elle est sauvage, elle semble être née muette. Et surtout, elle est avec un âne. Elle est avec un âne. Alors, pas un cheval, un âne. Pourquoi un âne alors? Parce que j'aime bien les ânes, premièrement. Et puis l'âne a ce côté. Il faut savoir qu'un âne vit 2 fois plus qu'un cheval, un peu plus même encore. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est têtu comme un âne. Parce que les ânes pouvaient pendant 20 à 25 ans faire le même travail dans une ferme et se retrouver sur un marché, une foire à vendre. Et donc tu leur changeais 25 ans d'habitude pour aller chez un autre propriétaire. Et là du coup ils rechignaient un peu. C'est de là que vient l'expression, je pense, têtu comme un âne. Parce qu'un âne n'est absolument pas têtu. Mais par contre, moi j'en ai fait un âne philosophe, qui est un sage un peu. C'est-à-dire qu'il a un regard sur le monde des hommes qui vient ponctuer comme ça toutes ses rêveries pendant tout le livre. Il y a un autre personnage qui s'appelle l'amiral. Alors lui, c'est un homme un peu fabulateur, il est souvent nu, il est charmeur. Voilà. Il vit un peu comme un animal, l'amiral. Oui, de toute façon, c'est un roman très sensuel, qui parle beaucoup du corps, qui parle beaucoup de... Voilà, et donc, la jeune protagoniste, Cascabel, va suivre un apprentissage d'abord du funambulisme, parce qu'elle va rencontrer Christian, un personnage comme ça qui vit seul dans la forêt, qui va lui apprendre à danser sur un fil, et son âne aussi d'ailleurs, parce qu'en la voyant faire, il a essayé, et il est arrivé tout de suite, parce qu'il faut savoir que les ânes et les mules, contrairement aux chevaux, ont la conscience de leur poser de membres. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont le pied sûr. Ils savent où ils posent les pieds, alors que les chevaux ne le savent pas. Ah bon? Si jamais ils posent à côté, ils vont se reprendre, mais ils n'ont pas la conscience. Donc de là en faire un animal funambule, c'est pour ça qu'on les emmène dans l'Himalaya d'ailleurs, parce qu'ils peuvent porter autant qu'un cheval, une mule et un âne. Mais ils n'ont pas le vertige, ils ont le pied sûr. De là à être funambule, il n'y a qu'un pas. C'est un peu extraordinaire, mais comme c'est Bartabas qui le dit, ça doit sûrement être vrai parce qu'il s'y connaît. On va aller dans un autre endroit très important ici, au Théâtre Zingaro, Bartabas, un restaurant, cabaret, où il se passe beaucoup de choses. Lieu d'accueil aussi. Oui, c'est un lieu très important pour les gens qui connaissent bien Zingaro, parce que c'est le lieu où on accueille le public avant le spectacle, qui est un peu mythique, puisqu'il contient la plupart des décors et des costumes et des accessoires, des masques de tous les spectacles de Zingaro depuis 40 ans. J'appelle moi le chapiteau depuis que je vous connais. Mais je sais qu'il faut pas dire ça. Le chapiteau, c'est en toile, ça c'est en oui, bois. Je sais. Comme... Vous me l'avez déjà dit, je sais. C'est fermé. En plus, c'est fermé, oui. Voilà, dans ce lieu magnifique avec toute l'histoire du théâtre Zingaro, les costumes, des instruments, des objets, même certains objets qu'il ne faut pas toucher, c'est bien précisé, il y a des objets fragiles aussi. Et dans les cognes-trottoirs, ce roman, il y a l'érudit. L'érudit, c'est aussi un peu vous, parce que c'est un amateur de livres et un amateur de littérature. Qui dira à Cascabel, la gamine muette, entre guillemets, quand tu auras fini la lecture de ce livre, tu me résumeras l'histoire en une seule phrase. Oui, alors l'érudit, c'est dit le baron, qui est inspiré d'un personnage qui était d'ailleurs à Zingaro à l'époque. Et il a décidé de lui faire sa formation. Il le fait de manière comme on ferait d'un acrobate. C'est-à-dire que c'est très rationnel, il y a des exercices. Je te donne un livre, tu le résumes, elle a une petite ardoise. Et Cascabel veut dire grelot en espagnol, c'est le surnom qu'ils lui ont donné, parce qu'ils lui ont donné une petite clochette qui lui permet d'appeler les gens quand elle veut s'adresser à eux, avec sa clochette. Et pour parler, le langage des signes à cette époque-là n'existe pas encore en France vraiment. Et donc elle a juste une ardoise sur laquelle elle écrit. Et donc elle doit résumer
le livre. En une seule phrase. Voilà, en une seule phrase. Donc il y a voire un mot. Balzac, Voilà. la peau de chagrin. Et alors, on s'aperçoit très vite qu'elle absorbe. Oui, mais comme en ça. une seule phrase de résumer un livre, c'est impossible. Qu'est-ce que vous Bah, diriez, justement, par c'est ça exemple, qui est pour c'est qu'elle a une petite ardoise, donc elle ne peut pas Ok, écrire. pour votre roman Les Coins de trottoir, en une seule phrase. Bah, vous par diriez exemple, pour quoi montrer l'acuité qu'elle a, elle lit alors c'est déjà au bout d'un certain temps, elle lui donne Madame Bovary Ouais, et elle résume le corps, rien que le corps. voilà. Ce qui est quand même déjà assez. Et vous répondez puissant pas à ma comme question, restriction, Martha quoi. Basse. Et pour celui-ci, pour Les Coins de trottoir, elle dirait quoi, Cascabel? Elle dirait l'aventure, c'est l'aventure, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Ouais, je ne sais pas, là vous me piégez, il faut que je lui demande, je vais lui demander. Il faut lui demander, oui. Bon, Bartabas est un homme très généreux parce qu'il va nous emmener dans un lieu complètement secret, Voilà, un bureau. où peu de gens peuvent rentrer. Peu de gens peuvent rentrer. Parce que déjà, c'est pas grand, premièrement. Déjà. On y va. Derrière cette porte en bois, il y a un lieu très personnel. C'est presque un cabinet de curiosité, Bartabas. Oui, disons que c'est un lieu assez intime où je m'isole, qui est assez petit, donc personne ne rentre. Il faut savoir qu'ici, on vit sur place. Hein. Oui. Donc on dort, on vit là, et donc on est un peu, pas les uns sur les autres, mais enfin on est tout le temps à se côtoyer. Et là, c'est un endroit pour écrire, donc qui est assez... et puis c'est vrai qu'il s'est rempli, parce que j'ai dû envoyer à la casse plusieurs de mes caravanes anciennes. Et donc à chaque fois qu'il y avait des souvenirs dedans que je ne voulais pas lâcher à On les côté, mettait là. donc ça finit par faire un cabinet de curiosité. Et on ira dans la caravane juste après. Allons-y. Oui, déjà avec la porte, c'est intéressant. Non mais c'est vrai, c'est difficile pour rentrer, comme ça personne ne peut C'est ça, oui, rentrer. comme ça on peut rentrer qu'à une personne. Exact. Vous n'êtes pas tellement confié sur votre vie, Bartabas. C'est vrai que vous avez confié votre relation assez sentimentale avec les chevaux. C'était des grandes histoires d'amour parfois. Mais le gamin que vous étiez ou les blessures qu'il a fallu guérir, comme tout le monde, ça, vous n'en parlez jamais. Non mais le fait même d'avoir changé de nom, Ouais. parce que Bartabas c'est mon nom depuis plus de 40 ans, 45 ans. On peut dire maintenant. votre prénom ou pas? Je sais que vous Non. n'aimez pas. Non, Et, non, et ah non. donc, non, c'est ça qui m'amuse, c'est que c'est un nom. Mais c'est public, vous savez qu'on. C'est drôle parce que c'est l'époque où on se donnait des noms, à l'époque du cirque Aligre. Moi, c'était Bartabas le Furieux, il y avait Igor le Bel Igor. Ouais. Et encore une fois, ce choix de nom qui, évidemment, est un nom qui vient d'ailleurs, qui vient de nulle part. D'abord, c'est une manière, Zingaro veut dire zigan en espagnol, c'est-à-dire c'est une manière, on est ouvert sur toutes les cultures du monde et on s'enrichit par tous les gens et les cultures que l'on croise. Voilà, donc il y a cette notion de ne pas appartenir à un pays. Et donc ça, pour moi, c'est une notion très importante, une notion universelle. Ce qui est d'ailleurs l'origine de notre succès dans le monde entier. Hein. Ouais. Voilà, parce que Bartabas, en changeant de prénom, parce que vous ne voulez pas qu'on Alors, dise. il y a Bartabas, ce qui est ça qui m'amuse, c'est que Bartabas, c'est un mot en un truc, il n'y a pas de prénom. Alors Non. ça, à une époque, c'était le grand gag. Mais- Parce qu'à l'époque des années 80, Je vais y 90, arriver, hein. Ouais. on voulait montrer qu'on était intime avec Bartabas. Donc il me disait, mais comment je t'appelle? Oui, c'est ça. Et bah Bartabas. Non, mais t'as non. Alors il tentait des Bartas. C'était assez drôle. Et puis après, t'as le ministère, le truc officiel, ils sont obligés de faire Monsieur Bartabas. Eh oui. Donc ça, j'aime beaucoup. Vous y pensez à votre vie d'avant, aujourd'hui, ou c'est fini? Je ne suis pas de ces auteurs ou de ces personnages qui vont chercher le pourquoi ils font ça dans leur jeunesse et leur inspiration. Bien que, après, bon, moi, par exemple, j'étais très attaché à mon grand-père. Toute sa vie, il avait préparé sa retraite, il adorait l'écriture, et il avait tout préparé, et juste avant sa retraite, il a eu un AVC. Il a perdu la parole et l'écriture. Il a dû réapprendre à écrire et à parler. Et il y avait une connexion avec lui qui m'a beaucoup marqué, quoi. Et voilà, donc c'est peut-être de lui que j'ai hérité cette envie d'écrire, ce moment tout d'un coup où moi, déjà à 60 ans, j'ai dit tiens, je vais me mettre à écrire, quoi. C'est quand même surprenant, quoi. On va aller dans un autre lieu solitaire, votre caravane. Bah, moins solitaire, mais oui. Ouais. Allez, Bart. Allons-y. Allons-y. Vas-y, après toi, Merci. sur la gauche, Sur la gauche. Ah oui. au fond de la salle à gauche. Quand on est en marge un peu de la société, qu'on vit dans une caravane, il y a plus de liberté, Bartabas. Ça, c'est un bien grand mot. Hein. Ça, c'est Ouais.
c'est la liberté de pouvoir te lever en hiver avec des tuyaux gelés, pas d'eau courante, aller pisser dehors. Non, ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai souvent dit, hein, à Zingaro, les 40 personnes qui faisaient partie de la compagnie, personne n'est de famille de cirque ni de voyageurs. Donc on vit tous de cette manière-là, par choix, pas par héritage culturel. On ne fait pas ça parce que nos parents faisaient ça et qu'on n'avait pas le choix. Et donc c'est intéressant parce que c'est une vraie démarche, quoi. C'est comme si un producteur fait pousser ses tomates et va les vendre lui-même sur le marché. Il accompagne son truc jusqu'au bout, sans passer par les institutions qui sont les supermarchés, les grandes surfaces. Le théâtre de rue, c'est un peu ça. Tu vas direct, tu travailles ton art et tu vas le présenter directement au contact du public, sans passer par un théâtre, par un festival qui va t'inviter, pas t'inviter, qui va ceci, cela. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du producteur au consommateur. Du producteur au consommateur, exactement. C'est ça. Oui, c'est vrai, tout à fait. En fait, vous êtes un artiste bio. Il y a de ça. Un mot sur Gaspard, ce personnage qui figure dans les coins du trottoir, l'homme au rat, comme vous le surnommez. Il a été dévoré par le démon du PMU. Il a joué aux courses, le PMU sur les courses hippiques en France. Quel regard, justement, je ne vous ai jamais posé cette question-là, quel regard vous portez sur les courses hippiques, Barthabas? Moi, très jeune, hein, je voulais être jockey quand j'étais très jeune. Puis je me suis aperçu que je grandissais un peu trop vite, donc que ça allait être difficile. Donc après, je me suis dit, je vais être entraîneur. Et puis, quand je me suis rendu compte qu'il fallait plus entraîner le propriétaire que le cheval, je me dit, c'est pas pour mon caractère. Donc, ça a été vite vu. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce milieu, qui fait partie de ces milieux qui ont leur propre code. Encore un peu maintenant, c'est en train de disparaître, hein, leur propre mode de vie. Et moi, j'aime beaucoup ça, qui ont leur vocabulaire, leur... Mais c'est vraiment de l'argent, quand même. Vous allez à la Maison Lafitte, dans le bar, centre d'entraînement, toutes les tables sont pleines, tous les clients ne font pas plus d'1m50 et disent tous le Paris Turf, quoi. Et donc c'est assez marrant, quoi. Oui, mais c'est vraiment de l'argent. On utilise... Non, ça c'est le monde, ça c'est les propriétaires. Ça c'est les propriétaires. Moi je parle du monde de gens qui travaillent autour des chevaux. Ils se lèvent tous les matins à 4h du matin. Tout est lié au propriétaire. Oui, évidemment. Oui, tout est lié comme dans tout est lié, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, mais bon voilà, c'est un milieu mais c'est vrai que c'est un peu dégénéré, surtout même l'ambiance des champs de course. Avant c'était très attaché au milieu de l'art. C'est très beau les courses, hein. C'est un sport, un spectacle. Très très beau. D'ailleurs, beaucoup de peintres à la grande époque, tous les artistes venaient aux courses pour la beauté des courses, des couleurs. Voilà, bien sûr. Les coins de trottoir, c'est paru chez Gallimard. Merci de nous avoir accueillis avec cette générosité. Tous ces souvenirs ici qu'on a en commun et ce lieu est chargé d'histoire aussi. C'est un plaisir partagé. À bientôt, Martin. À bientôt. C'est le club francophone de l'été avec un florilège des grands entretiens reportages diffusés cette saison 2026. Nous partons à présent à Marseille avec le roi du polar, Bernard Minier. Nous l'avons emmené à l'hôtel de police de Marseille grâce à une autorisation très spéciale dans les coulisses de la brigade criminelle. Un endroit très protégé évidemment pour un as du polar qui découvre un univers très particulier avec nous. On arrive du côté de l'évêché avec un lieu emblématique. On a une autorisation exceptionnelle de la police. Bonjour Bernard Minier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici à Marseille. Avec plaisir. Vous êtes auteur de romans policiers à succès. La police nationale nous a donc autorisé d'entrer dans l'évêché, au cœur de l'évêché. Donc c'est un lieu important, j'imagine, pour vous, parce que des commissariats, vous avez dû en fréquenter, non? Ouais, j'en ai fait quelques-uns, oui, en France et même à l'étranger aussi. J'ai pas mal voyagé, oui. La corporation, je la connais un peu. Et ici, vous êtes déjà venu? Alors, l'évêché, je suis jamais rentré. C'est un lieu je connais le quartier, mais je connais un peu la ville, un petit peu. Mais oui, c'est... On va vous raconter rapidement l'histoire. Juste avant, je crois que vous avez été contrôleur des douanes, vous, avant d'écrire. C'est ça, contrôleur principal des douanes. Oui, 25 ans de douane, avant de devenir auteur de romans policiers. Donc c'est votre travail avec les forces de l'ordre qui a inspiré aussi en partie ou... Non, du tout. En fait, au départ, c'était mon premier roman, c'est Glacé, et c'était un peu un exercice de style. Je n'étais pas un gros lecteur de polar. J'avais lu Chandler, j'avais lu Conan Doyle, Simenon, etc. Mais c'était pas vraiment ma cam, si j'ose dire, dans un endroit pareil. Et puis, il y a plein de jeux de mots possibles ici. Oui, je sais bien, oui. Et c'est un exercice de style. Et
Et le succès est arrivé très vite, et donc j'en ai écrit un deuxième, puis un troisième, et puis nous voilà ici, 15 ans plus tard, avec je ne sais pas combien de romans depuis. Et des milliers, des centaines de milliers de livres vendus depuis. Oui. On va vous faire visiter quand même cet évêché. On va passer par l'escalier qui est là. Alors, c'est un lieu, je le disais, emblématique, un lieu historique, cet hôtel de police qui est installé dans un palais épiscopal, classé monument historique dès 1978. Et en fait, c'est en 1906, en application de la loi de séparation de l'Église et de l'État, eh bien que Monseigneur Andrieux, qui était l'évêque qui occupait ce palais, est expulsé. Et 2 ans après, on en fait l'hôtel de police. D'accord. Voilà. Okay. La foi est remplacée par la loi. C'est ça. Il y a un symbole tout particulier. Ah oui. Oui. Alors là, on est dans cet ensemble-là qui est face à la cathédrale de la Major qui est là. Qui est une merveille aussi. Qui est une merveille absolue et qui était une sorte d'annexe, j'imagine. En tout cas, c'était en lien avec les monuments religieux de Marseille. Et c'est ici le monument historique. Bon Bernard, on va parler de votre dernier roman, H, avec une histoire criminelle évidemment. Et on va passer par la brigade criminelle ici à l'hôtel de police, dans le couloir. Alors c'est un privilège parce que normalement on n'a pas le droit de filmer, mais on va vous montrer ce lieu chargé. Vous allez voir, j'y suis passé tout à l'heure, c'est chargé d'émotions, en tout cas chargé de plein de choses. On ressent quelque chose. Ah bah je suis très curieux de voir ça. Allons-y. Allons-y, passez par là. Bernard Minier, pour écrire des histoires policières inspirées du réel, faut-il avoir une passion pour le crime, ou du moins pour les mobiles des crimes ? Il faut avoir une passion pour l'humain, je pense, en fait. Pas spécialement pour le crime, il y a même des romans policiers où il n'y a pas de crime, ça existe. Il faut avoir une passion pour la patte humaine, pour l'être humain. Et l'être humain, il est complexe, il a des aspects obscurs, une face obscure. Et c'est cette complexité qui est intéressante, c'est la nuance. On n'est pas dans le blanc et le noir, on est tout le temps dans le gris. Et c'est ça qui est intéressant. Mais moi, je ne distingue pas trop l'auteur de romans policiers, qui est une littérature de genre, du romancier en général. Ce qui m'intéresse, c'est de la littérature en général. Oui. Bon, alors on a une porte blindée. Hop. Ah oui. Je vois qu'il y a une soirée à la brigade criminelle. Le 28 mai, c'est ça. Oui. Dans votre roman H, Bernard, vous évoquez librement l'affaire Patrice Allègre, tueur en série toulousain, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2002. Il est reconnu coupable de 5 meurtres de 5 jeunes femmes et on suppose qu'il en a aussi tué 6 autres. C'est une histoire terrible et c'est ce qui se passe, enfin en partie, vous vous en inspirez. Oui. Il n'est jamais nommé, c'est très allusif. Voilà, il n'est pas nommé. Oui, c'est très allusif. On pense à lui, évidemment. On pense à ses victimes et aux meurtres qui ont été commis, oui. En fait, comme je l'ai dit, on part toujours du réel pour aller vers la fiction. Et la pure imagination, ça n'existe pas. Donc, on s'inspire de ce qui s'est passé dans la région. Moi, je m'inspire de cette affaire terrible qui a été une espèce de séisme, puisqu'il y a eu le volet politique aussi là-dedans. Il y a eu toutes sortes de rumeurs qui ont couru. Ça a été absolument épouvantable pour certaines personnes. Et des délires complets. Et aujourd'hui encore, je pense que l'inconscient toulousain est marqué par cette affaire. Bon, on est dans ce couloir de la brigade criminelle, donc c'est un lieu avec beaucoup d'armoires, évidemment, des archives, et puis des salles d'interrogatoire notamment, on imagine. C'est assez fort, on ne peut pas le décrire évidemment à l'image, mais moi je ressens quelque chose d'assez fort ici où on sent qu'il y a un vrai travail qui est fait, et en tout cas une atmosphère qu'on peut retrouver d'ailleurs dans vos romans. Que j'essaie en tout cas de retranscrire avec mes mots, mais c'est évidemment très compliqué et c'est ça toute la difficulté de ce métier, c'est d'arriver à faire passer des émotions, des états d'âme, à travers un vocabulaire, à travers et dans mes romans, les atmosphères sont très importantes en réalité. C'est quelque chose qui est très présent.
Ouais. Et d'ailleurs, je peux pas avoir une idée, démarrer une histoire sans avoir une atmosphère particulière à l'esprit. Ouais, c'est ça. Bon, un mot sur H, donc c'est le 9e volet des enquêtes du commandant Martin Servaz. Dans une région toulousaine, donc, où plusieurs femmes disparaissent, un journaliste va être trouvé pendu aussi. Et puis, en même temps, il y a votre tueur en série, Julian Hirtmann, qui s'évade d'une prison autrichienne. Tout est en place donc pour cette grande enquête et Servaz va se retrouver dans un système un peu complexe avec des notables qui sont impliqués, avec des médias aussi, enfin tout se mélange. Comment expliquez-vous que certains policiers ou certains médias se retrouvent dans des situations criminelles et se retrouvent à mélanger, à confondre les genres totalement, comme c'est le cas dans l'histoire? Alors là, pour le coup, c'est en plus, ça se complique beaucoup dans le roman, parce qu'il y a des espèces d'internautes aussi qui mènent l'enquête de leur côté, ce qu'on appelle des web flooders. Ouais. Les réseaux sociaux où chacun devient enquêteur. Mais c'est parce qu'en fait, on est dans une société aujourd'hui où effectivement tout se mélange, où l'apparence est presque plus importante que la vérité, et où tout le monde, avec l'horizontalité des réseaux sociaux et l'Internet, tout le monde a son mot à dire sur tout, y compris des profanes. Ouais. Et moi, par exemple, en tant qu'auteur, je me considère comme un professionnel de la profession, comme disait Jean-Luc Godard. Quand j'ai un profane qui veut m'expliquer comment on doit écrire, quelque part, ça me gêne un peu. Et aujourd'hui, avec Internet et cette horizontalité, tout le monde intervient, aussi bien dans les enquêtes policières que dans toutes sortes de choses. Et tout le monde se sent légitime de le faire. Et du coup, on est dans une situation très étrange où, effectivement, les policiers à côté d'eux ont une espèce de concurrence par des gens qui ne sont pas du tout formés pour mener une enquête. Et c'est au fond de ça que je voulais parler dans H, de ce nouveau monde, cette nouvelle société dans laquelle on est entré, où tout le monde peut intervenir sur toutes sortes de choses. Alors de temps en temps, il arrive qu'ils arrivent il y a un cas très célèbre qui s'appelle le cas de Luca Rocco Magnotta, ce terrible dépeceur de Montréal, où un groupe de web flooders, d'enquêteurs du web, a quand même réussi à le localiser et à l'identifier avant la police. Bon, ça, c'est un cas exceptionnel. Hein. Il y a cette figure du mal aussi, incarnée par Hirtmann dans votre livre, Bernard Minier. Comment expliquez-vous que le mal puisse surgir à ce point-là? Parce que vous décrivez un homme terrible, mais ça existe. Hein. On a vu des scellés, on a vu des dossiers. Je suppose qu'ici même, voilà, on a vu passer. On ne peut pas tout dire ni tout filmer, évidemment. Mais cette figure du mal, vous l'expliquez comment? Elle vient de la société ou elle vient de personnages qui deviennent fous, qui soient... En fait, déjà, il faudrait définir ce que c'est que le mal. Parce qu'il y a plusieurs sortes de mal. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en tant qu'auteur. Il y a l'espèce de mal absolu qui est le tueur en série, qui est quand même un cas très rare, il y en a, mais bon, et qui est très rigolo, si j'ose dire, entre guillemets, à faire, à écrire, dans un roman policier. Mais à côté de ça, il y a plein de sortes de façons de faire le mal. Il y a le mal au quotidien, c'est ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal. Il y a les gens qui font le mal en pensant faire le bien. Ceux qui s'en prennent par exemple à un faux coupable et qui vont le harceler, etc., le menacer de mort. Il y a... Oui, mais quand on est dans le crime de jeunes femmes, d'enfants. Comment ça s'explique, ça? Parce que vous êtes dedans depuis des années, on a du mal à comprendre. J'ai pas d'explication. Après, il y a des explications psychiatriques, psychiques, etc. Les psychiatres vont venir. Du reste, très souvent, les experts psychiatres sont même pas d'accord entre eux. Il y en a un qui va dire non, il est pas responsable, l'autre il est responsable, etc. Donc, moi, j'ai pas d'explication. Moi, je suis là, en tant que romancier, on fait un constat. C'est un vrai labyrinthe. On passe plusieurs portes, plusieurs couloirs. Je on va crois finir que c'est par là. se perdre. Et c'est par là, entrée interdite. Hein. Oui, on va entrer quand même, c'est pas grave. Wow. Ah oui, effectivement. Vache. On a une vue imprenable sur la Major. Toute la ville de Marseille qui est du côté ouest. C'est magnifique. Quelle vue! Ah, puis là, on a la mer qui est juste en face. Sur les îles. Oui, ça change de l'atmosphère pesante du couloir de la brigade criminelle. Là, moi, je suis incapable d'écrire un truc qui se passe ici. Il y a trop de soleil, trop de lumière. Alors, moi, j'aime bien les atmosphères. Il pleut, il neige. Ah oui. C'est très... Voilà, un peu le ciel est bouché. Là, il y a trop de lumière, il y a trop de positif pour vous. Là, c'est pour Jean-Claude Izzo, qui d'ailleurs en parlait magnifiquement à Marseille, qui a écrit des chefs-d'œuvre du noir.
Non, puis alors là-bas, on a Il y a Notre-Dame de la Garde qui est là. ouais. C'est incroyable. Hein, Alors on le disait, Bernard Minier, il y a une forme de voyeurisme à vouloir comprendre comme ça les grandes affaires criminelles. On l'a vu récemment sur le plan médiatique avec Dupont de Ligonnès, Oui, avec je suis bien placé pour le Jonathan savoir. Daval, Oui. ou encore le meurtre présumé, le meurtre mystérieux du petit Émile. Oui. Bien placé pour le savoir. Pourquoi? Parce que Dupont de Ligonnès, la dernière fois, il est filmé par les caméras de surveillance à Roquebrune-sur-Argent. Oui, oui. Il a un roman dans les mains quand il sort de sa chambre d'hôtel. Et c'est glacé, c'est mon roman. Ah bon? Oui, Je savais pas ça. il a été filmé par les caméras de surveillance. La police de Nantes a même lu le livre pour avoir des informations. Oui, la dernière fois où il est filmé, il a mon roman à la main. Ah bon? Et en plus, il regarde la caméra de surveillance avant de disparaître. Ouais, ça, oui. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Effectivement, alors voyeurisme, la volonté de comprendre, pour moi, c'est pas du voyeurisme, c'est tout le contraire. La volonté de comprendre, c'est au contraire une démarche saine. Parce que le voyeurisme, il est ailleurs. Le voyeurisme est dans cette espèce de fascination morbide pour tous ces crimes. Et c'est deux choses différentes. Ouais. Mais ce spectacle médiatique, Oui, parce il que je brouille les décris, pistes parfois, ou je pas? décris dans H, où Oui, bah, c'est effectivement, ça. il y a une espèce de présentateur Ouais. d'une émission de Oui, trash exact, oui. qui peut-être évoquera quelque chose à certains. Oui, non, ça c'est le côté sordide, c'est le Ouais. côté morbide, c'est le côté fascination un peu malaisante. Mais après, il y a la volonté de comprendre à la fois des enquêteurs, du romancier, qui est tout autre chose pour moi. Et du reste, il y a des choses que je m'interdis de faire dans mes romans, par exemple des scènes avec des enfants. Ça, je refuse de le faire. D'accord. Parce que je ne veux pas non plus sombrer dans le sordide, dans le morbide. On reste dans quelque chose de, j'espère, de très humain. Bon, merci beaucoup Bernard Minier. J'étais Merci à ravi de vous accueillir chez nous finalement, à l'hôtel de police de Marseille. Non, sincèrement, on remercie beaucoup la police nationale qui nous a autorisé à circuler dans ces lieux, avec des lieux qui sont généralement infréquentables pour le public. Et moi, je vous remercie de m'avoir ouvert ces portes et de m'avoir permis de découvrir cet évêché que je ne connaissais pas. Et ça a été vraiment très intéressant. Je remercie aussi évidemment la police qui vous a autorisé, vous. Mais grâce à vous, j'ai pu découvrir tout ça. Donc, merci beaucoup. Un roman sur Marseille, il faudra essayer. Même si c'est trop lumineux, Bernard. Il faut arrêter maintenant. Marseille, c'est important aussi. Ah, il y a quand même de très grands auteurs ici. Hein. Oui, La c'est concurrence est rude. Donc, voilà. Non, mais merci. C'était magnifique. C'était Bon, très merci. intéressant. Et j'espère que vous ne reviendrez pas ici dans d'autres circonstances parce que c'est fermé au public, mais pas pour tous les publics. Oui, j'ai c'est ça bien le compris. problème. J'essaierai d'éviter les gardes à vue qui sont, C'est ça, qui sont où on sous-sol, était, ouais. parce que pendant que vous attendez, moi je me renseignais, je posais déjà des questions aux gens d'ici. C'est la déformation professionnelle. Bon, à bientôt Bernard, merci. À bientôt, merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission dans la chaleur de l'été. Merci de nous avoir suivis. Ce programme vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Faites passer le message. Le club francophone de l'été revient la semaine prochaine. D'ici là, bel été à tous.